Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour le flop 10 des films de 2017. Alors je tourne ça un autre jour que le top, mais ça sortira en même temps, donc du coup si vous n'avez pas vu le top, je vous invite à aller le voir. Ce sera déjà beaucoup plus amical et convivial que ce flop qui risque de partir un peu en couille parce que c'est des films qui m'énervent totalement. Et justement ce que je viens de dire c'est que ça m'énerve, alors du coup ça me concerne moi, c'est totalement subjectif. Il y a des films que vous avez certainement aimé dans ce flop mais que moi j'ai détesté au visionnage parce qu'ils m'ont énervé, déçu ou juste que c'était de la pure merde. Je vais faire une note importante, c'est que les films qui sont là sont principalement étrangers et pas français, donc ils sont même quasiment tous étrangers. Je n'ai pas mis de film français parce que je vais revenir sur l'année française plus efficacement dans une autre vidéo. Ici on va parler des films en totalité, des films qui ont certainement pété le box-office ou pas du tout, mais des films internationaux et pas français. Donc du coup il n'y a pas de comédie française de merde dedans parce que je pense que le top aurait totalement été rempli que de comédies françaises de merde. Et je vois pas trop l'intérêt de dire que le cinéma français c'est de la merde alors que non, pas du tout. Vous avez juste à regarder le top pour le voir que non. Et qu'il y a beaucoup de bons films français qui sont sortis dans l'année. Donc on va revenir sur les films français prochainement dans une prochaine vidéo, mais pas dans celle-là. Aussi autre chose avant de commencer le top, les mentions déshonorables se trouvent entre la 2e et 1re place. Voilà, je vous propose de commencer avec la 10e place. La 10e place. Star Wars, les Derniers Jedi de Rian Johnson. Alors, je sais pas si vous avez trop entendu parler de ce film, à mon avis, on n'a pas du tout en parlé sur les réseaux sociaux, ça n'a pas du tout fait un buzz international, ça n'a pas du tout divisé les fans, pas du tout non. Non, je déconne, on parle que de ça depuis des semaines. On parle que de ça depuis des semaines parce que justement ça divise les fans. Beaucoup crient au chef-d'œuvre, beaucoup crient à la grosse merde qui détruit un peu la saga, et je fais partie de ces gens-là. Je trouve que le film détruit totalement ce que George Lucas et J.J. Abrams ont essayé de faire avec la saga. Je suis loin de glorifier le travail de J.J. Abrams, parce que je trouve le set juste sympa mais sans plus, mais il détruit un peu ce que J.J. Abrams a voulu faire avec la saga, et il détruit totalement ce que George Lucas a fait avec les 6 premiers épisodes. Pourquoi il détruit la saga? Parce que Rian Johnson se permet de faire ce qu'il veut avec les personnages et avec l'univers, ce qui me déplaît un peu. J'ai pas trop envie de venir dans les détails parce qu'en venant dans les détails je vais spoiler certainement des gens qui n'ont pas vu le Star Wars 8. Même s'il est sorti il y a un peu moins d'un mois, je n'ai pas à spoiler Star Wars 8 parce que c'est quand même une référence. C'est quand même un grand film qui est sorti dans l'année et c'est quand même un film que beaucoup de gens attendent de voir. Beaucoup attendent les fêtes, beaucoup attendent simplement du temps libre, et donc du coup je n'ai pas à spoiler le film. Ce que je reproche au Dernier Jedi, c'est surtout l'écriture de Rian Johnson à toujours se mettre à dos le travail de J.J. Abrams et à tout ridiculiser sur ce que J.J. Abrams pensait être quelque chose de grand. Pour pas spoiler, par exemple, il va totalement faire mourir un personnage important de Star Wars 7, donc je reste flou parce que des personnages importants dans Star Wars 7 il y en a beaucoup. Il va totalement faire une séquence un peu onirique, un peu à la mode Superman à un moment du film, qui sort un peu de nulle part et qui est assez injustifié, à part à la fin où on te balance une phrase c'est ça parce que, mais sauf que le parce que n'est pas crédible, alors du coup non, ça va pas. Luke Skywalker, je ne le reconnais pas, c'est pas le Luke Skywalker que j'ai connu durant mon enfance, donc du coup ça m'a beaucoup perturbé, mais ça a aussi perturbé Mark Hamill, donc c'est pas pour prendre ses propos, c'est mon propre avis et je suis d'accord avec l'acteur. Je le mets qu'en 10e position parce qu'au niveau de la réalisation, c'est un film qui envoie quand même du pâté, c'est quand même un des mieux réalisés de la saga parce qu'il y a vraiment une idée derrière, une idée visuelle assez ouf, une idée de rythme, une idée de puissance de montage aussi. Donc voilà, je le mets qu'en 10e position, c'est un film qui m'a beaucoup énervé lors de ma séance au cinéma. C'est un film que j'ai été revoir cette fois-ci en VF, parce que la première fois je l'ai vu en VOSTFR. C'est un film que j'ai été revoir en VF et je l'ai trouvé long as fuck, et donc du coup je me suis carrément endormi pendant 1 heure devant la séance. Enfin bref, pour moi c'est un film long, c'est un film qui a aucune logique et c'est un film qui n'avance pas dans cette trilogie. C'est un film qui part d'un point A et revient d'un point A et ça n'a totalement pas de sens. Donc voilà. Star Wars 8, c'est pas non plus un film que je conseille, c'est un film qui peut passer, mais c'est un film qui pour moi n'a rien à foutre dans cette saga. Star Wars 8 c'est vraiment pour moi le cancer de cette saga et c'est le cancer de cette nouvelle trilogie qui démarrait pas très bien avec le 7 et qui là est irrécupérable. Vraiment le 9, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je le sens pas. Après, un personnage notable c'est Kylo Ren, son évolution n'était pas très bien dans l'épisode 7, mais là très bien rattrapé dans le 8. Donc voilà, Kylo Ren c'est la chose peut-être à sauver de cette trilogie, mais le reste je suis pas fan. Donc voilà, on va passer au numéro 9. Le caca c'est délicieux. Le caca c'est délicieux.
Les proies de Sofia Coppola. Alors c'est l'histoire d'un mec, d'un soldat un peu sudiste qui se fait recueillir par une adolescente alors qu'il est blessé dans la forêt, et l'adolescente va l'emmener dans une sorte de pensionnat avec que des femmes dedans, et ça peut devenir l'objet sexuel et l'objet de tous les désirs des femmes qui sont dedans, et donc du coup il va se sentir un peu oppressé et ça va partir en couille. Alors les proies de Sofia Coppola, c'est un truc assez aussi personnel que je ressens à travers ce film, c'est que je déteste le cinéma de Sofia Coppola. Je déteste Sofia Coppola elle-même. Je trouve que ses films sont fades, ses films sont facilement critiquables et ses films sont assez simples dans la réalisation et un peu trop surestimés à mon goût. Après Lost in Translation qui est vraiment bien, je peux vous faire facilement une vidéo de 2 heures pour vous dire que Virgin Suicide est un film simple, un film sans saveur et un film qui résulte seulement de ses acteurs et de son scénario, et que la réalisation n'a rien à amener au film. Carrément. Mais Sofia Coppola, c'est quelqu'un que je méprise et que je n'aime pas du tout. C'est un peu comme Jean-Luc Godard. Je passais vite fait les qualités. Les qualités, c'est Colin Farrell et Elle Fanning, qui sont tous les deux de bonnes actrices. Ensuite, il y a la photographie qui s'offre certains des plans et certains choix de cadre de Sofia Coppola. Et heureusement qu'il y a la photographie, parce que sinon la réalisation est très fade. Mais sinon, c'est les seules qualités qui me reviennent en tête. Le reste, c'était assez naze pour moi. Là où ma séance était assez difficile, c'est que le film est long, le film n'a pas de rythme, et on sent toutes les choses qui vont venir pendant le film 30 minutes à l'avance. Ce qui déjà rabaisse le rythme du film, et ce qui en plus nous fait grave chier. C'est parce qu'on s'attend à ce qui va se passer, et ça n'a pour moi aucune saveur. Le scénario est pas mal en soi, mais le scénario prend beaucoup trop de temps à s'installer. Genre on a 45 minutes d'exposition avant que tout parte en couille, alors qu'ils auraient pu vraiment baisser ce temps d'exposition, parce que ça, c'est juste pour dire regardez, le sudiste il est là et les familles sont là. Ils représentent chacune 7 catégories de personnes, mais c'est tout. Genre tu peux faire passer ça en 20 minutes et ça passe crème. Sauf que là ils ont voulu poser leur cadre, ils ont voulu poser leur plan et mettre des répliques toutes les 30 secondes, et ça fait chier. Au bout d'un moment ça fait chier. Il y a certaines scènes aussi qui sont pas très crédibles, mais ça se passe vers la fin, donc du coup comme j'ai pas envie de spoiler, bah je spoilerai pas. Mais en soi le film est fade, le film n'a aucune saveur, et le film, perso, je l'ai pas savouré comme il fallait, je pense. Mais il y a beaucoup de maladresse de la part de Sofia Coppola dedans, donc ce qui fait que je place ce film dans le top. Mais en soi, objectivement, c'est sympa. Mais subjectivement, j'ai pas du tout apprécié. Passons au numéro 8. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Bienvenue à Super Bacon de George Clooney, écrit par les frères Cohen. Alors, j'ai un gros problème avec ce film, c'est que j'arrive pas à le résumer. Je comprends pas l'histoire du film. C'est déjà une histoire qui n'est pas très claire dans les synopsis qu'on trouve sur les autres sites de cinéma, et c'est une histoire qui est encore moins claire quand on l'a à l'écran. Genre les synopsis qu'on trouve sur les sites et ce qu'on voit à l'écran n'est pas du tout la même chose. Mais en soi c'est une ville où tout est bien et tout est calme, et dans les murs des maisons, tout va mal, et il y a plein de mensonges, de trahison et tout ça. C'est un peu l'histoire floue, mais je peux que résumer l'histoire comme ça. Alors pour moi c'est un film qui est très maladroit déjà. On n'a pas de scène d'exposition, là c'est tout le contraire de Les Proies. On a une scène d'exposition au début en voix off qui dure 3 minutes, un peu pendant le générique, où on explique un peu le contexte de la ville, et ensuite on passe direct sur une scène où une famille se fait un peu mépriser par des gens, et on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Là c'est vraiment, on te pose le problème, et après c'est la famille qui va résoudre les problèmes et essayer de régler tout ça, même si c'est même pas la famille qui essaye de faire ça. C'est totalement what the fuck. On n'a aucune exposition de personnages, donc du coup les personnages on s'en fout. Dès la première scène on sait comment les personnages vont finir à la fin. On essaie de te poser un message contre le racisme dans le film, mais ça marche pas du tout. C'est genre vraiment rajouté pendant des reshoots, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire et il n'y a aucun lien qui se fait entre les deux intrigues. Alors je ne comprends pas. Vraiment il n'y a rien d'intéressant dans le film, tout est fade. Il y a beaucoup de scènes qui arrivent en mode ouah, qu'est-ce que tu fous là toi, t'as rien à foutre là, t'es rentré par où, je comprends pas, qu'est-ce que tu fous là. Et il y a 2 scènes où on se dit bah c'est normal qu'il ait fait ça, donc pourquoi tu l'engueules. Donc c'est compliqué à savoir. Les acteurs sont tous en train de cabotiner, c'est dingue. À part Oscar Isaac qui fait une apparition de 15 minutes et qui sauve 15 minutes du film. Les 15 minutes où il y a Oscar Isaac c'était excellent, c'était très bien. Mais le reste, niveau mise en scène et niveau écriture, c'était
bateau. C'est un mix entre Burn After Reading, Fargo et un peu Fallout. C'est un mix un peu bâtard entre ces trois œuvres. C'est vide, vraiment c'est un film vide. On a Matt Damon qui te fait un daron pas crédible, le daron pas crédible qui passe du coq à l'âne en une scène. C'est totalement what the fuck. Le méchant est assez charismatique, mais il est charismatique par la gueule que renvoie l'acteur, mais c'est tout. Le reste c'est tout aussi vide. Vraiment, pour moi, Bienvenue à Suburbia Wickham, c'est un film vide, un film qui est prévisible, un film chiant parce qu'on se fait vraiment chier devant. Voilà, c'est un film qui a rien apporté en fait. C'est un film qui n'apporte rien et c'est un film qui n'apporte rien du tout au niveau du spectateur. C'est genre on voit le film, on sort du film, on se dit Osef et c'était nul. Et c'est le genre de film qui pourtant avait un potentiel assez intéressant et qui au final n'a rien à voir avec ce potentiel et au final n'a rien d'intéressant. Donc inutile. Numéro 7. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Happy Birthday de Christopher Landon. Alors Happy Birthday, c'est le film que j'ai découvert par une bande-annonce YouTube, mais genre totalement par hasard, et qui dans son postulat de base avait l'air hyper intéressant. Un slasher où la femme qui se fait tuer dès qu'elle est morte revit la même journée, et grâce à cette résurrection va essayer de trouver qui la tue. Donc de base, ça avait l'air hyper cool, mais le problème, et ce qui est un peu bâtard avec ce genre de film, c'est qu'on tourne rapidement en rond, et c'est exactement ce qui se passe avec Happy Birthday, surtout que Happy Birthday n'arrive pas à trouver le genre. Il n'arrive pas à trouver son genre de film tout simplement. C'est problématique, parce que si tu ne sais pas si ton film est comique ou horrifique, c'est qu'il y a un problème. Alors, certains vont me dire que c'est voulu que ça soit un peu comique horrifique. Non, ce n'est pas voulu. Quand tu regardes à peu près... Quand tu regardes la première bande-annonce et quand tu regardes le résultat final, tu vois que c'est pas vendu de la même façon et tu vois que c'est pas du tout la même chose qu'on t'a promise. Là où ça va pas, c'est que déjà c'est mal filmé. C'est filmé comme si tu filmais un scary movie, c'est filmé avec le cul, c'est filmé sans aucune ambition, c'est filmé vraiment nul. Et du fait que c'est filmé comme ça, déjà ça te renvoie à un genre comique. C'est vraiment filmé pour dire c'est filmé comme ça, et en plus ça te fait vachement rire quand tu vois comment c'est filmé, mais tu pourrais dire que c'est volontaire, sauf que comme c'est vendu comme un film d'horreur, bah ça ne l'est pas. Après c'est tout le problème de la com a mal vendu son truc, mais après même s'ils auraient vendu en termes de comédie, c'est pas drôle et ça fait plus pitié qu'autre chose. Happy Birthday, c'est le film d'horreur typique qu'on essaye de te vendre aux adolescents qui ont envie de se faire des frayeurs, et objectivement ça fait pas peur. Qui va sursauter devant Happy Birthday? Il y a pas de... Les screamers sont nuls à chier, les screamers sont prévisibles, la fin est prévisible aussi. Bon, tu devines pas c'est qui le tueur par contre. Tu devines pas c'est qui le tueur, mais c'est normal, c'est parce que le scénario est mal écrit et le scénario t'envoie aucun indice pour savoir c'est qui le tueur. Donc du coup quand tu sais c'est qui le tueur, tu fais bah... Ah ouais c'est toi. Tant mieux pour toi, bah, ou tant pis, enfin, tu t'en fous. Là où après c'est totalement pas crédible, c'est que les acteurs sont tous en surjeu, les acteurs sont tous en mode ah je tourne dans un téléfilm Disney Channel, et c'est typiquement le genre de gonzesse qui tourne dans les téléfilms Disney Channel. Ces gens ils crient, ils sont toujours ah dès qu'ils voient un sac à dos. Enfin c'est le genre de meuf cliché que tu retrouves dans tous les films américains pour adolescents, et ça fait chier. Donc voilà, Happy Birthday, rien d'intéressant, c'est vide. Voilà. Numéro 6. Est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? The Gendo Identity de André Œuvredal. Déjà c'est le deuxième film d'horreur qu'il y a dans le flop. C'est vraiment qu'il y a un problème cette année avec les films d'horreur, c'est comme tous les ans, on se tape des films d'horreur pourris durant toute l'année et ça fait chier parce que c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Mais The Gendo Identity, c'est le film d'horreur incohérent. C'est genre on te fout un postulat de base qui est assez aussi intéressant, mais que avec ce postulat de base on t'envoie dans un univers qui est totalement outre ce qu'on t'envoyait au début du film, et on part dans des trucs mystiques, on part dans des trucs assez aztèques, on part dans des trucs qui partent loin. Comment te dire, ça part loin, et on te donne pas d'explication et tout t'arrive là où t'y attends pas. C'est genre le mec il va te sortir un discours sur les sorcières alors qu'il connaissait rien aux sorcières. Le mec, y a des gens qui vont popper d'un seul coup et tu sais pas, il y a des gens qui vont mourir alors que tu savais même pas qu'ils étaient dans la pièce. Enfin voilà, c'est des trucs qui sortent un peu de partout et c'est totalement incohérent et ça le fait pas. Le truc qui est bien avec The Gendo Identity, c'est que c'est bien filmé. Vraiment, au niveau de la réalisation, il y a des plans longs, il y a des plans qui ont vachement de gueule. Il y a la musique aussi qui en joue beaucoup, mais à côté, t'as The Gendo Identity, c'est un mix de tout ce qu'il faut pas faire dans le film d'horreur actuel et dans les films d'horreur tout court. C'est un mix
d'incohérence, c'est un mix de personnages pas du tout attachants, c'est des trucs qui arrivent de nulle part et tu te demandes pourquoi ça arrive. Enfin c'est des trucs qui te sortent par les trous de nez et qui t'énervent quand tu regardes le film. Moi ça m'a énervé. Je regardais ce film avec des potes, je faisais une soirée film d'horreur avec des potes et vraiment j'étais tellement vénère que j'ai arrêté de regarder le film et que je faisais d'autres choses en même temps que le visionnage, parce que ça part vraiment loin et ça n'a rien à faire là et c'est totalement débile. J'ai rien d'autre à dire sur The Gender Identity, c'est un film qui n'a aucun intérêt, c'est un film qui fait plus énerver qu'autre chose quand on aime bien le cinéma et les films d'horreur en particulier, donc voilà, je le recommande pas. On passe au numéro 5, allez-y. Oh, ce film est une merde. Oh la vache. Numéro 5, The Square de Ruben Östlund. Alors je vais pas en parler beaucoup, j'ai fait une critique d'environ 7 minutes sur une autre vidéo, mais le truc qui m'énerve beaucoup avec ce film, c'est toute la qualité de réalisation mêlée à ce scénario qui n'a aucun sens ni queue ni tête. C'est un film qui au visionnage dure 2 heures et des bourrettes et ça fait chier, et pour ce que ça a raconté c'est beaucoup trop long. C'est un film qui a remporté plein de prix et je ne vois pas pourquoi, parce que c'est un film qui en soi dégage beaucoup d'idées de réalisation, mais qui dans le fond n'apporte rien au spectateur, il n'apporte rien au cinéma. C'est vraiment un truc qui sort un peu de nulle part et qui est fait juste pour gagner des prix, et ça n'a aucun autre intérêt. Certains acteurs jouent très très mal, certains acteurs jouent vraiment bien. L'acteur qui joue le singe, voilà, il a démontré qu'il pouvait remplacer Andy Serkis dans Les Planètes des Singes. Hop, c'est fait. Surtout que ces connards de Disney vont en refaire des temps qu'ils ont la Fox. Putain, ça n'a pas de sens. C'est tout un message sur l'art contemporain et tout ça qui est hyper intéressant, mais c'est mal fait. Et ça donne pas envie d'aller voir des œuvres d'art contemporaine, alors que putain, aller voir de l'art contemporain, c'est beaucoup plus intéressant qu'aller voir une toile du 16e siècle pour moi. C'est l'art contemporain, c'est vraiment un truc tiré par les cheveux, tu vois vraiment l'artiste, comment il était taré dans sa tête, ça fait du bien et c'est beaucoup mieux. Mais là ça te vend pas du tout comme ça le film. Il y a tout aussi un message sur la tolérance aussi dedans qui est assez mal géré, et il y a des trucs qui sortent un peu de nulle part, genre il y a un clip vidéo de genre YouTube putaclic qui sort de nulle part et wow, pourquoi tu fais ça dans ton film, c'était pas du tout le postulat de base, et tu te demandes pourquoi ça sort là. Enfin bref, beaucoup de scènes sont mélangées entre elles, t'as des beaux plans longs, c'est ça le problème, t'as des beaux plans longs, mais sauf qu'ils s'en servent mal, ça arrive pas au bon moment, et en soi dans la mise en scène ça veut rien dire, donc ouais non, The Square c'est juste de la branlette, et ça sert à rien d'autre. Voilà, j'ai eu l'impression de voir un Jean-Luc Godard, c'était à peu près la même chose, donc voilà. The Square, non, c'est pas pour moi. Numéro 4. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. I Wish de John R. Leonetti, réalisateur d'Annabelle. Ça veut tout dire, pas besoin de négocier. Numéro 3. Il faut surtout relire les textes sur de la merde, de la merde. Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar de Joachim Reining et Espen Sandberg. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais de toute façon c'est des réalisateurs de merde, on risque pas de les revoir parce qu'ils puent la merde. En soi, je vais un peu glorifier mes propos. Les fonds verts sont dégueulasses, la réalisation est nulle à chier, il n'y a aucun plan qui dure plus de 5 secondes. Le montage est nul à chier, la musique n'a rien à foutre là, c'est pas du tout la musique que nous a fondue Hans Zimmer, et c'est de la musique un peu remixée pour que ça passe mieux dans les oreilles des gens, sauf que ça passe pas du tout parce que ça n'a rien à foutre sur cette scène là. Le Jack Sparrow que je connais n'est plus du tout le même, j'ai l'impression que c'est la tradition de cette année de détruire mon enfance, avec Luke Skywalker qui change totalement de comportement, et ici Jack Sparrow qui n'est plus du tout le même. Pour eux, c'est Jack Sparrow est un alcoolique et il est juste ça, mais genre ils misent tout sur l'alcoolémie, et il n'y a pas le autre Jack Sparrow. Là on a juste le Jack Sparrow alcoolique qu'on retrouvait normalement 10-15 minutes dans les autres films. Là c'est ça pendant tout le film, alors du coup ça détruit le mythe, c'est nul à chier, voilà. Salazar est à chier aussi, c'est un méchant Marvel, il est inutile et ne sert à rien, il sert juste à faire des bonnes scènes d'action, si on peut appeler ça des bonnes scènes d'action, parce que comme je l'ai raconté avant, la réalisation est à chier. J'ai oublié aussi, c'est censé être un méchant hyper sérieux et hyper maléfique, c'est genre le mec qui en impose, et Jack Sparrow se permet de faire des vannes devant lui, des vannes pour faire rire le spectateur, et Salazar, comment il prend la vanne? Il y réplique même pas, il se barre tel une victime, alors du coup ça te décrédibilise le méchant en une seule scène. Je parle de la scène avec les vagues, voilà, vous avez tout compris. Ouais, tous les acteurs sont bof, non, c'est nul à chier. Après il y a aussi la fin, c'est plus la fin de Titanic que la fin des Pirates des Caraïbes, je ne comprends pas. On a toute une histoire sur machin et le papa de machin, alors du coup, ouais, c'est trop bien. La scène post-générique m'a fait péter un câble. Pourquoi le faire revivre? Non.
Enfin, t'as un sceptre qui est là pour annuler toutes les malédictions, sauf que lui est toujours en poulpe. Faut m'expliquer. Merci. Ah oui, et aussi c'est le trident qui enlève toutes les malédictions. Ils auraient bien très bien pu l'utiliser dans la trilogie originale, même dans le 2 ou dans le 3, pour retirer la malédiction de Davy Jones. Donc pourquoi attendre le 5 s'il existe déjà dans l'univers? Théoriquement c'est incohérent. D'ailleurs les incohérences dans le film avec la saga, il y en a 50 000. Là on critiquait le 4, hein, c'était très bien. Le 4 rajoutait quoi? Ah, une ou deux incohérences dans la saga. Là c'est tout le film qui t'en rajoute, ça n'a aucun sens. Bon, il y a une scène qui est cool, la scène du barrage de banque qui est cool, mais voilà, c'est le seul truc qui est cool. Et encore visuellement il y a des problèmes, il y a des faux raccords, tous les plans, c'est dégueulasse. Enfin bref, Pirates des Caraïbes 5, c'est le plus mauvais de la saga, c'est un film qu'il faut pas voir, c'est un film qui est nul à chier, c'est un film qui n'a rien à foutre dans cette saga qui pourtant était très très bonne, même avec le 4. Va te faire foutre Pirates des Caraïbes 5. Disney, si vous faites le 6 avec Davy Jones, je vous défonce la gueule, je vais jusqu'à vos studios et je vous fous deux baffes. Voilà, on va passer au numéro 2 avec joie et bonne humeur. En tout cas, ils t'ont pas loupé, là. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, là, mais. Avec ta tronche ou quoi? Le bonhomme de neige de Thomas Alfredson. Alors Thomas Alfredson, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait La Top précédemment dans sa filmographie et qui a aussi fait Morse, qui est un de mes films préférés, qui est dans mon top 10 et tout ça, et dont d'ailleurs, malheureuse coïncidence, je viens de recevoir le Blu-ray de Morse il y a même pas 30 minutes. Alors du coup, je vous recommande Morse, c'est un des meilleurs films qui a été fait dans l'histoire du cinéma pour moi. Voilà, Morse est un excellent film, ce qui a fait que Le Bonhomme de Neige était pour moi la plus grosse attente de l'année, était pour moi le film que j'attendais le plus parce que déjà la bande-annonce m'a hypé bien la gueule. La bande-annonce était un peu en mode on vous promet un épisode d'Esprit criminel mais version cinéma et version totalement plus gore, et ça avait l'air tellement fou, et c'était de la grosse merde. Voilà, Thomas Alfredson a pondu son mauvais film et à mon avis le film qui va planter sa carrière. Déjà le film se passe très mal, c'est une adaptation de bouquin de John S. Beau. John S. Beau qui a fait des bouquins sur la vie d'un enquêteur qui s'appelle Harry Hole. Et le problème c'est que Le Bonhomme de Neige est le 7e bouquin de cette saga de livres, et quand t'adaptes le 7e bouquin sans adapter les autres, et quand te présente Harry Hole, déjà t'as un problème avec ton personnage principal parce que tu l'exposes en 2 minutes, alors que avant il y avait 6 bouquins pour exposer le personnage et pour que tu t'attaches à lui. Alors déjà t'as un problème, si t'es pas attaché à ton personnage principal, il y a un problème dans le film. Ensuite le film visuellement est classe, mais il y a eu des problèmes de tournage qui a fait qu'ils ont pas pu tourner 25% du scénario. Donc il y a des scènes qu'ils ont coupées dans le scénario et qui sans les tourner. Et donc du coup il manque des scènes. Super. Ah, parce qu'ils ont pas corrigé après, hein. Ils ont juste enlevé les scènes et ils ont même pas corrigé après les autres scènes pour expliquer certaines choses. Non, il manque des scènes. On t'explique des choses qui se sont passées et en fait t'as pas vu la scène où ça s'est passé, donc du coup t'as un problème, c'est que tu vois pas du tout comment ça s'est passé. Super. Ensuite t'as des scènes montées à la Paul W.S. Anderson, ça veut dire que t'as des plans qui durent 1 seconde et c'est tout, notamment la scène d'introduction où on t'explique un peu comment celui qui fait des bonhommes de neige est devenu celui qui fait des bonhommes de neige. Alors une scène intéressante, hein, mais tous les plans durent 1 seconde, c'est ultra cut, ça fait mal aux yeux, c'est dégueulasse. Oui, ensuite il manque des scènes, t'as des acteurs qui pop, t'as des phrases qui sont pas finies, c'est un peu Justice League, le même problème que Justice League, sauf que là c'est vraiment montré en mode regardez, on a eu des problèmes de tournage, mais c'est pas de notre faute, on manquait juste d'argent. Bah non, t'es Universal, t'as une des plus grandes sociétés de production, non t'as de l'argent, c'est juste que t'avais pas envie de donner ça parce que tu n'avais pas confiance au projet, alors que Thomas Anderson, que j'ai dit, c'est un putain de réalisateur. Regardez Morse, vous allez voir, niveau ambiance et niveau scénario, t'as quelque chose quand même derrière. Là, niveau scénario, t'as des personnages qui pop, t'as le retournement final qui est prévisible à 3000 km. De toute façon, faut savoir que dans un film d'enquête, c'est soit quelqu'un qui est totalement hors de l'enquête, consciemment à la fin, et tu te dis « Ah, putain, c'était lui, c'était trop bien !» Ah, trop bien comme choix, machin. Ou soit c'est quelqu'un qui est toujours en arrière-plan, hein, que tu vois toujours en arrière-plan, et que au bout de la moitié du film, tu fais bah, depuis tout à l'heure je le vois, il y a aucune personnalité, mais je suis sûr que c'est lui. Et bizarrement c'est lui. Oh, que c'est bizarre, c'était pas du tout prévisible. Après, putain, tu vois que le mec, il y avait de l'ambition dans sa réalisation. T'as un travelling latéral qui fait environ 2 bornes de métro où t'as des gens qui sont filmés et coupés par la fenêtre pour montrer leur différence. C'est ouf, ça suit tout le métro en plan long et tout ça, c'est ouf. Et à un moment, t'as un cut qui est placé pile au mauvais endroit, un raccord sur l'axe, et
et la conversation n'est plus le même. C'est genre, dans la scène, t'as Fassbender qui fait je vais t'expliquer maintenant pourquoi j'ai fait ça. Et donc du coup, t'as le gamin qui fait ah vas-y, explique-moi. T'as le record dans l'Aix, et là ça fait mais en fait ça s'est pas passé comme ça. Ah bon, ça s'est passé autrement. Et là ça t'explique comment ça s'est passé, mais t'as pas eu la phrase d'avant comment ça s'est passé. Donc du coup tu dis ah bah il manque un truc dans le scénario là. Il y a une case vide. Vous avez pas trouvé le mot qui manquait dans le mot croisé? Non, c'est pas possible. T'as un gros problème au niveau du scénario et au niveau du tournage qui fait mal. Le montage est nul à chier, la fin est nulle à chier. Comment il meurt le criminel? J'étais en mode d'accord. Osef. C'est un film qui fout la rage parce que tu vois l'ambition qu'il y avait derrière, mais le résultat final ça n'a pas de sens. Ce n'est pas censé. Donc pour moi, le bonhomme de neige est ce deuxième de ce classement et j'aurais pu mettre premier si il n'y avait pas ce premier film. Mais avant de parler du premier film, on va parler des mentions déshonorables de cette année, les films qui auraient pu être dans ce top, mais que par un malheureux hasard, je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas pu caser dans ce top parce que les autres films que j'ai posés dans ce top m'ont fait plus rager que ces films. On va parler donc de Silence de Martin Scorsese, Silence de Martin Scorsese qui est totalement subjectif. J'aurais pu passer dans ce flop, mais la réalisation a fait que ouais, non, c'est un bon Scorsese quand même. C'est juste que ça m'a fait chier. Mais sinon, foncièrement, ça passe. Si on rentre dans le film, ça passe. Donc, du coup, Silence de Martin Scorsese, je peux recommander. C'est juste pas fait pour des gens comme moi qui se font facilement chier devant des films. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler avec un autre film de mention déshonorable. Ensuite, The Circle. Alors là, je vais pas dire le réalisateur, je m'en fous totalement. Donc, The Circle avec Emma Watson et Tom Hanks. C'est un film qui, foncièrement, est pas mal, mais qui possède un message assez flou. C'est un mauvais épisode de Black Mirror. C'est quelque chose qui, on te dit c'est pas bien, mais à la fin on te dit ouais en fait si c'est bien. Donc du coup ça ne sait pas où ça veut aller, mais en soi c'est correct. Ensuite 50 nuances plus sombres. Mais là c'est pareil, j'ai pas mis dans le flop parce que je me suis plus tapé des barres que été dégoûté par le film. C'est pour moi la saga 50 nuances est drôle, donc du coup ça me fait marrer. J'aime bien regarder les films parce que ça me fait marrer, mais sinon c'est de la grosse merde, mais dans sa grosse merde ça me fait marrer, donc pour moi je les considère un peu comme des nanars. Et A Ghost Story A Ghost Story qui est un peu le même ressenti que j'ai ressenti devant Silence, c'est-à-dire que c'est un film un peu là c'est vraiment un film contemplatif. Alors je suis un mec qui se fait facilement chier devant les films, mais j'aime beaucoup les films contemplatifs. Ça veut dire que dès que le film contemplatif arrive à m'accrocher dès les 10 premières minutes, je suis facilement dedans et je vois pas le temps passer et je suis totalement sous le charme et je suis totalement dans le film. Et Ghost Story n'a pas réussi à faire ça, donc du coup j'ai trouvé le film chiant, vide et totalement inutile. Mais à côté, cette réalisation lente est justifiée par le message du film, qui est le deuil. Alors du coup je peux facilement excuser ça, mais c'est un film qui m'a profondément fait chier. Donc voilà, A Ghost Story, vraiment, je vous le recommande. Si vous aimez les films contemplatifs, vous pourrez peut-être rentrer dedans. Mais si vous n'êtes pas du tout film qui prend son temps et film contemplatif, tout simplement, ne regardez pas A Ghost Story. Mais si vous aimez les films contemplatifs, peut-être que vous allez aimer, peut-être que vous n'allez pas aimer comme moi. Mais voilà, il aurait très bien pu avoir cette place dans ce flop, mais foncièrement, ce n'est pas des mauvais films, sauf 50 nuances plus sombres. Donc voilà, je les ai pas mis. On va passer au premier. Ça va être drôle. No, God! No, God, please, no! No! Cars 3 de Brian Fee. Alors, là je vais passer déjà un coucou à tous mes potes IRL où Cars, le personnage de Cars est devenu une private joke entre nous, où ils arrêtent pas de me tacler avec Cars parce qu'ils savent très bien que dès que je parle de Cars, je pars en couille et je pète littéralement un câble. Pourquoi ? Parce que Cars, c'est le genre de film d'animation que je déteste le plus sur Terre, et en plus quand tu apprends que c'est fait par Pixar, mais ça fait tellement mal au fion. Ça fait tellement mal, j'en peux plus, j'ai envie de cogner, j'en peux plus de voir des Cars partout. Pourquoi ça marche, ce genre de débilité pareil ? Écoutez, vous avez un monde avec des putains de bâtiments, hein, des putains de bâtiments, des stades, des téléphones, des trucs wifi, des trucs qui marchent avec du réseau et tout ça, contrôlés par des putains de caisses qu'ils ont, selon mes théories, hein, réussi à construire des putains de bâtiments avec des roues. J'en peux plus. Et ils arrivent à contrôler un téléphone avec des putains de roues. Alors je continue à filmer avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur ma caméra, voilà. Mais du coup j'espère que ça va pas trop changer quelque chose dans mon téléphone, mais j'ai pas le temps de tourner autre chose et comme je dois sortir la vidéo dimanche, je suis désolé.
Mais peut-être vous allez me dire, ouais, c'est parce que c'est un film pour enfants, donc du coup, ils cherchent pas trop à réfléchir. Mais justement, faites-les réfléchir, les gamins. Dans Toy Story, c'est des jouets qui parlent, donc ça n'a rien de réaliste, mais c'est justifié avec le putain de propos du film. Ici, bah non, c'est des putains de voitures qu'ils ont construit tout leur univers avec des putains de roues. Encore, il t'aurait expliqué qu'avant il y avait des humains et que à cause de machin, ou les humains qui se transforment en voiture, j'en sais rien, un truc totalement con, hein. Mais ça aurait pu tout justifier l'univers, et là non, on te fout ça. En plus, dans le 2, ils deviennent des super espions, ça n'a rien à voir. Et là, dans le 3, ils te foutent un car scolaire, hein. Un car scolaire avec des places pour enfants, dans un monde où les enfants n'existent pas, et n'ont jamais existé. Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Là, ça n'a rien à voir. C'est totalement con. Et c'est pour ça que je le mets en première place, parce que pendant tout le visionnage, mais j'étais en mode en train de manger mes mains, là. J'en avais marre. J'en avais marre de voir cette débilité pareille au cinéma. Surtout qu'après, on donne un message sur la tolérance et tout ça, mais dans un monde où il y a des voitures qui... Putain! Ça fait mal à moi. J'ai mal à mon Pixar. Et ça va, Coco, il a rattrapé un peu le truc, mais... Car j'en peux plus de le voir partout, car ça m'énerve, car c'est totalement con. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai rien d'autre à justifier. Après, l'animation est très très bonne, mais je ne vois pas l'intérêt. Le méchant aussi est pas du tout crédible. Le méchant, on le voit 2-3 fois et après on entend juste parler, mais ça vaut pas le coup. Cars 3, ça aurait dû être la première bande-annonce, c'est-à-dire une bande-annonce réaliste qui montre un peu la déprime d'un personnage après sa non-réussite, et ça aurait dû être ça, et pas ce film qu'on nous a pondu, ce film qui est tout en haut couleur et qui finalement n'a pas de but et qui est inutile, que ce soit pour l'apprentissage de vos gamins, que ce soit pour le visionnage d'un adulte, ou que ce soit pour le cinéma et la carrière de Pixar. Voilà, donc Cars 3 est pour moi le pire film de l'année. C'était nul à chier, j'ai détesté. Voilà. Sur ce, c'était Louane. On se retrouve prochainement pour le bilan cinéma de l'année 2017. Je ferai ça après les vacances. On se retrouve aussi prochainement pour la vidéo collecte et FAQ en même temps, car vous avez répondu à un petit sondage sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager mon top et à dire votre top flop dans les commentaires des vidéos prochainement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des tops si vous l'avez pas vue. Sur ce, on se dit à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne année à vous, passez des bonnes fêtes. Ciao tout le monde. Peace. Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab 'n Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.